Une banque est cambriolée au milieu de la nuit. Il n'y a aucun témoin. Le directeur de l'établissement a disparu. L'enquête prend une tournure macabre lorsqu'on découvre son cadavre. Les agents du FBI se retrouvent au cœur d'une affaire qui atterre la population d'une petite ville. Le pont Cowskin de Grand Lake en Oklahoma, 3 heures du matin. Le lac est un endroit recherché par les amateurs de pêche et de bateaux. Mais cette nuit-là, il serait le théâtre d'un sinistre événement. Un crime crapuleux, méticuleusement planifié. Un meurtre gratuit qui ébranlerait la quiétude de la ville voisine de Noel, au Missouri. Nichée aux confins du sud-ouest du Missouri, Noel est une petite ville d'environ 1200 habitants. Le taux de criminalité y est pratiquement nul. Au matin du 6 octobre 1989, Pauline Coonrod partit travailler à la succursale de la banque du Missouri de Noel. Cette caissière se préparait à déverrouiller la porte lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était déjà ouverte. Le directeur, Dan Short, était sans doute arrivé plus tôt. Elle se mit à sa recherche, mais il n'y avait aucune trace de lui. Quelques instants plus tard, elle découvrit que la chambre forte avait été cambriolée. La police de Noel et de McDonald County au Missouri répondit à l'appel de Coonrod. On avisa également le FBI puisque la banque était assurée par une corporation fédérale. Un agent du bureau de Joplin fut dépêché sur les lieux. On procéda à la recherche d'empreintes digitales et on photographia les lieux. La caméra de surveillance avait été vaporisée de peinture noire, puis détruite à l'aide d'une arme à feu. Des douilles découvertes sous la caméra indiquaient que les cambrioleurs avaient utilisé un pistolet de calibre 45. Les voleurs étaient partis avec plus de 71 000 $, dont 145 kilos de pièces de monnaie. Ce qui était étrange, c'est qu'ils avaient laissé plus de 100 000 $ en argent liquide dans un tiroir non verrouillé. Le directeur de la banque, Dan Short, était l'un des 4 employés à avoir accès à cette chambre forte. Il était le seul d'entre eux à ne pas être rentré travailler ce matin-là. Il était impératif de l'interroger au plus vite. Le vice-président Mark Allman déclara aux policiers que Short avait prévu travailler tard la veille. La nuit du cambriolage, le système de verrouillage automatique de la chambre forte n'avait pas été activé. Dan était effectivement venu travailler, comme il avait coutume de le faire certains soirs. Il avait mis le système en attente de façon à pouvoir revenir à la chambre forte plus tard et l'ouvrir manuellement. Dan Short était-il retourné à la banque dans la soirée?
le shérif se rendit chez lui dans l'Arkansas, en bordure du Missouri, en espérant y trouver des réponses. Mais il n'y avait personne ni aucune trace du pick-up rouge de Short. Son absence signifiait peut-être qu'il avait joué un rôle dans le cambriolage de la banque. En l'espace de quelques heures, la nouvelle du vol se répandit comme une traînée de poudre. Noel est une petite ville. L'industrie principale est la transformation de volailles. Il y a aussi des petites usines et des marchands locaux. C'est une ville paisible. Il y a un peu de tourisme l'été à cause des rivières, mais c'est d'abord une petite ville comme les autres. Des cambriolages de ce genre ne sont pas chose courante ici. Les médias locaux firent état du vol et de la disparition du directeur de la banque. Les détectives reçurent quantité d'appels de la population. On leur offrait de l'aide. Un de ces appels provenait d'un employé de l'usine ciblée, en périphérie de la ville. Ce dernier donna aux policiers leur première piste. Il avait aperçu un pick-up rouge abandonné dans le stationnement de l'usine. La camionnette appartenait à Dan Short. Il y avait des papiers pour emballer la monnaie un peu partout au fond du véhicule. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Seul Short en avait laissé. Pour Ladell Farley, qui travaille pour le FBI depuis 19 ans, cette découverte donnait quelques pistes à explorer. Le soir du premier jour, nous ne savions pas encore si le directeur, M. Short, avait disparu ou s'il était parti avec l'argent. On a bloqué toutes ses cartes de crédit, fouillé les aéroports et aussi vérifié auprès des agences de location de voitures pour savoir s'il en avait loué une. Mais d'abord et avant tout, nous avons tenté de le retrouver mort ou vif dans le secteur immédiat de Noel. Les détectives obtinrent un mandat pour fouiller la résidence du directeur de la banque. Ils espéraient trouver des indices sur l'endroit où il pouvait se trouver. À l'intérieur, c'était le silence. Dans la cuisine, la poubelle avait été renversée. Il y avait donc peut-être eu une lutte. Ils fouillèrent les pièces une à une. Sur la table de nuit, à côté du lit de Short, ils découvrirent ses lunettes. Pourtant, il ne les ôtait jamais. Pour une raison inconnue, le directeur de la banque était donc parti précipitamment. Malheureusement, il était impossible de déterminer s'il s'était enfui ou si, au contraire, il avait été victime d'un enlèvement. Les détectives décidèrent de poursuivre leurs recherches dans le secteur où vivait Short. Une de ses voisines, Carol Dryden, déclara avoir aperçu plusieurs véhicules s'engager dans l'allée de la maison de Short au cours de la nuit du cambriolage. L'assistant du procureur Mike Jones s'occupait de cette enquête depuis le début. Selon lui, la déclaration de Dryden était cruciale. Vers 2 heures du matin, et cela nous situait dans le temps, elle avait aperçu des phares d'auto éclairer la propriété de Dan Short. Puis 15 ou 20 minutes plus tard, elle avait vu la voiture reculer de l'allée de Dan Short. Malheureusement, les agents n'étaient pas plus avancés. Don Schlesman, le shérif de McDonald County, était un des principaux enquêteurs dans cette affaire. Il organisa une importante battue dans le secteur de Noel. Nous avons établi un poste de commandement à l'ouest de Noel. Puis, nous avons constitué des équipes. La patrouille des autoroutes a mis son hélicoptère à notre disposition. Nous avons effectué une recherche par voie aérienne et terrestre. Les équipes commencèrent à l'endroit où la camionnette de Short avait été retrouvée, puis graduellement agrandirent le cercle de recherche. Ils espéraient trouver des traces de Short dans les environs immédiats. 5 jours après le crime, il n'y avait toujours pas de traces du directeur de la banque. Les recherches se poursuivirent.
Farley et 22 agents du bureau de Kansas City formèrent une escouade spéciale avec le concours de la police locale. Afin d'accommoder tout ce personnel, le FBI établit ses quartiers généraux chez l'armurier de la région. Pendant qu'ils s'installaient, des résidents appelaient pour faire part d'informations dont ils disposaient. Une de ces informations provenait d'un camionneur du nom de Buddy Mills. Ce dernier avait entendu parler du cambriolage. Il raconta ce qu'il avait aperçu sur une route de Noel la nuit où le crime avait eu lieu. Il rentrait à la maison vers 3 heures lorsqu'il avait croisé 3 véhicules qui quittaient la ville. La description de l'un d'entre eux correspondait à la camionnette rouge de Short. Elle était suivie par une camionnette à 2 teintes. Une autre camionnette foncée les suivait. Elle avait roulé derrière Mills pendant un bout de temps puis avait emprunté une route en direction de l'Arkansas. Cette information corroborait la déclaration de Carol Dryden qui avait aperçu des véhicules devant la maison de Short à 2 heures du matin. L'heure du crime se précisait de plus en plus. Farley rencontra l'ex-épouse du directeur de la banque, Joyce, qui avait été mariée avec lui pendant 25 ans. Ces derniers venaient tout juste de se séparer, mais Joyce avait insisté sur le fait que Short était un père aimant pour leurs 2 enfants. Elle avait travaillé avec lui à la banque pendant plusieurs années et n'avait jamais été témoin de la moindre irrégularité de sa part dans l'exercice de ses fonctions. Short était tout de même le seul suspect du FBI pour le moment. Après plusieurs jours de recherche, on ne l'avait pas encore retrouvé. Le 11 octobre, un couple était à la pêche à Grant Lake, juste de l'autre côté de la frontière de l'Oklahoma. Ils cherchaient le meilleur endroit pour lancer leur ligne. À bord de leur bateau à moteur, ils se dirigèrent vers un endroit à l'ombre. C'est alors qu'ils aperçurent un amas d'algues flotter à la surface. Ils se rapprochèrent et comprirent avec horreur de quoi il s'agissait. Sous la surface de l'eau, ils pouvaient apercevoir une tête et des bras. Cinq jours après le cambriolage de la banque d'État du Missouri à Noel, des témoins avaient découvert un cadavre dans un lac. 2 employés de la marina remorquèrent le corps jusqu'au quai. Ce dernier était dans un état de décomposition avancé, mais le coroner parvint à déterminer que l'homme était mort depuis 5 jours. Immédiatement après la mort, des bactéries attaquent les tissus des organes internes, ce qui produit des gaz. Après quelques jours, ces gaz ont pour effet de faire remonter le corps à la surface. Le shérif Don Schlesman se rappelle cette découverte. Il était attaché par une chaîne à un bloc de ciment et à un morceau de chaise. C'était une vision plutôt effroyable. Les cadavres flottent jusqu'à ce que la peau rompe et que les gaz s'en échappent. Ensuite, ils s'enfoncent à nouveau dans les eaux. Si les 2 pêcheurs ne l'avaient pas vu ce jour-là, le corps aurait pu ne jamais être découvert. On détermina par la suite que le moment présumé de la mort correspondait à celui de la disparition de Dan Short. Le shérif découvrit un porte-monnaie dans la poche arrière de la victime. À l'intérieur, il y avait le permis de conduire de Dan Short. Le shérif téléphona au FBI pour les aviser. Les recherches pour retrouver Dan Short, 51 ans, étaient maintenant terminées. Une enquête pour homicide allait commencer. Farley et son collègue Larry Nolan se rendirent immédiatement au lac afin d'examiner eux-mêmes le corps. La priorité de l'agent spécial Nolan était de protéger les indices. Nous avons décidé de détacher Short de la chaise. J'ai ensuite conservé le bloc de béton, le palan, la chaise et aussi le ruban adhésif. Une fois le corps de Short libéré de sa prison, le coroner put le faire examiner. Selon le médecin légiste, la mort avait été causée par la noyade.
La chaise, le bloc, le palan et le ruban adhésif furent photographiés et examinés par les détectives avant d'être envoyés au laboratoire du FBI à Washington. L'escouade mit sur pied une ligne téléphonique. On fit également paraître dans les journaux des photos de la chaise en espérant que quelqu'un la reconnaîtrait. À en juger par la chaise et tout le système qui y était attaché, de même que l'endroit où le corps de Short a été retrouvé, il est mort dans d'atroces conditions. Tout indique qu'il était conscient au moment où on l'a jeté du pont, qui était à environ 10 mètres de la surface de l'eau. La ligne téléphonique ne dérougissait pas. On dressa une liste de 80 suspects. Selon le shérif Don Schlesman, un indice intéressant leur parvint d'un interlocuteur anonyme qui leur suggérait d'interroger deux frères, Joe et Shannon Agofsky. Le service de police de Joplin a reçu un appel anonyme où on leur apprenait que les Agofsky avaient beaucoup de monnaie en leur possession. C'était principalement ce qui avait été volé au cours du cambriolage de la banque. Le FBI retraça Joe Agofsky, 23 ans, dans une cour de triage au sud de Noel. Le gérant indiqua aux agents à quel endroit Joe se trouvait. Ce dernier déclara que la nuit du cambriolage, il était chez sa petite amie à environ 60 km de Noel. Il se montra coopératif et déclara aux policiers qu'il possédait 2 pistolets de calibre 45 comme l'arme qui avait servi à détruire la caméra de sécurité. Les agents lui demandèrent l'autorisation d'analyser les armes. Joe accepta et déclara au détective que ses armes étaient chez lui. Son jeune frère Shannon, 18 ans, serait là pour les accueillir. Lorsque les agents arrivèrent chez lui, Shannon Agofsky leur montra à quel endroit il gardait ses pistolets. Selon le jeune homme, la nuit du cambriolage, il était chez sa mère où il vivait encore au moment du crime. Après avoir effectué des tirs d'essai avec les 2 armes, les agents envoyèrent les douilles au laboratoire du FBI. Les experts détermineraient par la suite que ces armes ne correspondaient pas aux douilles découvertes dans la banque. Ils étaient à nouveau dans l'impasse. Ils ont tous les deux démontré qu'ils voulaient coopérer avec la police et ils disposaient tous deux d'alibi la nuit du crime. Nous en avons conclu que les frères Agofsky n'étaient pas impliqués et nous avons décidé de concentrer notre attention sur d'autres suspects. À Grand Lake, en Oklahoma, où le corps de Short avait été recueilli 2 jours plus tôt, un résident du nom de Rowdy Foreman alla pêcher avec ses enfants. Ils firent eux aussi une étrange découverte sur la rive du lac. Nous avons trouvé un barreau de chaise en bois. Il ne semblait pas être à sa place à cet endroit. Foreman découvrit également un morceau de ruban adhésif. Cela ressemblait aux objets qu'il avait aperçus dans les journaux. Il était possible qu'ils proviennent de la chaise qui avait été trouvée avec le corps de Short. Il demanda à son fils d'aller chercher un sac de plastique dans la maison pour détruire le moins d'indices possible. Le shérif Don Schlesman et son collègue se rendirent jusqu'en Oklahoma pour interroger Foreman à propos de sa découverte. Ils m'ont demandé si j'avais un indice en ma possession. Je leur ai répondu que j'ignorais s'il s'agissait d'un indice, mais que j'avais découvert un morceau de ruban adhésif. Leur premier commentaire a été « Oh mon Dieu, regardez-moi ça !» Ils avaient remarqué l'empreinte digitale. C'était aussi clair que la lumière du jour. L'empreinte semblait avoir été faite dans de la graisse d'auto imperméable. Elle n'avait donc pas été atteinte par l'eau du lac. Mais les détectives devaient tout d'abord s'assurer que ce ruban adhésif était relié au crime. Il y avait des empreintes sur ce ruban, mais cet indice n'avait aucune valeur si on ne parvenait pas à prouver qu'il provenait de la chaise ou de l'attirail qui avait servi à noyer Short. Pour le prouver, les experts du FBI devraient d'abord vérifier que la colle et les fibres du ruban correspondaient aux morceaux découverts sur la chaise. Cela prendrait quelques semaines.
Entre-temps, le FBI et les détectives de la police locale ne disposaient toujours pas d'un suspect. La façon dont Short avait été tué avait effrayé les résidents du coin. Ils voulaient nous aider, mais plusieurs d'entre eux craignaient les représailles. Certains d'entre eux ne sont donc pas venus vers nous au début. Ils se sont décidés devant l'insistance d'amis ou de collègues de travail. L'un d'entre eux téléphona à Farley. Un de ses amis avait des informations à propos du palan qui avait servi à noyer Dan Short. Le nom de cet ami était Wayne Boutain. Ce dernier possédait un palan avec une chaîne de métal et il se l'était fait voler depuis peu. Il avait avisé la police mais n'avait jamais réussi à le récupérer. Il soupçonnait les frères Agofsky de le lui avoir volé. Farley montra à Boutain les photos du palan recueillies par les enquêteurs. Boutain le reconnut car la poulie était légèrement endommagée. La dernière fois qu'il avait vu son palan, il était chez Sheila Agofsky où il avait déjà vécu lui-même. Boutain accepta de se livrer au test du détecteur de mensonges et le réussit sans difficulté. Un autre moment important au cours de l'enquête a été celui où nous avons déterminé que le palan, collé avec du ruban adhésif, appartenait à Wayne Boutain. Ce dernier l'avait laissé chez Sheila Agofsky quelques jours avant le meurtre de Short. Farley décida d'interroger à nouveau les frères Agofsky. Il se rendit à la maison de leur mère et remarqua qu'une vieille camionnette était garée devant. Elle ressemblait étrangement à un des véhicules aperçus par Buddy Mills la nuit du cambriolage. Farley interrogea Sheila à propos du palan, mais elle déclara ne pas se rappeler l'avoir eu en sa possession. Elle corrobora également l'alibi de Shannon, déclarant qu'il était chez elle la nuit où le meurtre avait été commis. Farley mit fin à l'interrogatoire et quitta les lieux, mais il était convaincu qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait le dire. Il demanda aux deux frères de donner leurs empreintes en espérant que l'une d'elles correspondrait à celle recueillie sur le ruban adhésif. Joe Agofsky accepta. Lorsque Farley l'interrogea à propos du palan, il répondit qu'il se rappelait l'avoir vu dans la maison de sa mère, mais qu'il ignorait où il pouvait maintenant se trouver. Quelques jours plus tard, Farley retourna interroger Sheila Agofsky. Il y rencontra un ami des deux frères du nom de Gan Sanders. Farley redemanda à Shannon de donner ses empreintes digitales. Gan Sanders observait la scène d'un air prudent. Lorsqu'on l'interrogea sur le palan, Shannon répéta la même chose que sa mère. Il ne l'avait jamais vu. Il promit à Farley de se rendre au poste de police pour y donner ses empreintes, mais ne vint jamais. Farley avait tout d'abord éliminé les frères Agofsky de la liste des suspects, mais la version contradictoire de Shannon et de Joe en ce qui concernait le palan était suspecte. L'agent décida de vérifier leurs antécédents. 9 ans plus tôt, ils avaient touché une importante somme de l'assurance vie de leur père suite à son décès lors d'un écrasement d'avion. La rumeur voulait qu'ils aient beaucoup d'argent. Ils n'étaient donc pas des sujets enclins à organiser un cambriolage. Mais Farley apprit que la rumeur était fausse. Ils ont touché une somme d'argent considérable à ce moment-là, mais Joe avait dépensé sa part. Leur mère avait presque dépensé complètement la sienne aussi. Quant à Shannon Agofsky, une grosse somme avait été placée et il ne pourrait la toucher qu'à l'âge de 21 ans. Les agents découvrirent que les deux frères venaient tout juste de s'acheter des voitures en payant en argent liquide.
Pourtant, ni l'un ni l'autre ne travaillait. Shannon avait d'ailleurs dépensé plus de 5 000 $ depuis le cambriolage. Les dépenses des frères Ragowski étaient suspectes, mais Farley n'avait pas encore de preuves solides de leur implication dans le crime. En relisant le rapport des agents et les témoignages, il fit de nouveaux liens. Le camionneur Buddy Mills avait déclaré avoir aperçu 3 véhicules quitter Noel la nuit du cambriolage. Cela signifiait qu'ils étaient 3. Si les Ragowski étaient au volant de 2 véhicules, il était plausible de présumer qu'un de leurs amis était au volant du 3e. Farley se rappela avoir rencontré un jeune homme chez les Ragowski le jour où il avait interrogé Shannon. Il s'appelait Gant Sanders. Il partageait l'appartement de Shannon depuis peu. Farley retrouva sa trace dans une cour de triage. L'individu le plus proche de Shannon et Joe Ragowski était Gant Sanders. Gant était déjà un de leurs bons amis avant le cambriolage et le meurtre. Mais Sanders déclara ne pas être au courant du cambriolage et du meurtre, même s'il fut incapable de fournir un alibi. Farley décida d'interroger Shannon à nouveau, mais cette fois-ci, il se servit d'un détecteur de mensonges. Le test eut lieu dans une chambre de motel et fut mené par un expert de Springfield au Missouri. Le détecteur de mensonges permet aux détectives d'éliminer rapidement des suspects. Les réactions physiologiques du jeune frère Ragowski démontraient qu'il mentait à propos du crime. Pour Farley, il était évident que Shannon était impliqué. Mais il faudrait d'autres indices incriminants pour procéder à des accusations. En décembre 1989, les Ragowski furent convoqués à comparaître devant un jury d'accusation pour répondre à des questions sous serment. Chacun des membres de la famille donna son témoignage séparément. Shannon, Joe et Sheila nièrent tous les 3 avoir quoi que ce soit à voir dans le cambriolage de la banque et le meurtre de Dan Short. Après son interrogatoire, on demanda à nouveau à Shannon de donner ses empreintes digitales sur une base volontaire. Il accepta et prit alors un rendez-vous avec la police. À Washington, des experts du FBI poursuivaient leur examen des objets envoyés par les agents de Noel. Ils cherchaient des corrélations entre le morceau de chaise et de ruban adhésif trouvé par Foreman et ceux qui étaient attachés à Dan Short. Un des analystes confirma que le morceau de bois découvert par Rowdy Foreman provenait de la même chaise que celle qui avait été trouvée avec la victime. Le morceau de ruban adhésif où se trouvait une empreinte digitale était l'indice le plus prometteur, mais il fallait d'abord découvrir s'il correspondait au ruban recueilli sur la chaise. Heureusement, les experts parvinrent à relier ces 2 morceaux de ruban en comparant leurs extrémités et en examinant leur composition. Le ruban trouvé par Foreman recelait 2 empreintes complètes. Ils les comparèrent à celles de Joe Ragowski, mais elles n'étaient pas identiques. Pour Farley, cette découverte n'était pas complètement désastreuse. L'expert m'a avisé que les empreintes sur le ruban étaient semblables à celles de Joe Ragowski, mais pas exactement les mêmes. Il m'a également dit que les empreintes de frères et de sœurs peuvent se ressembler. Il était donc impératif pour nous d'obtenir celle de Shannon Ragowski. Même si le suspect s'était engagé à fournir ses empreintes devant un jury d'accusation, il ne s'était pas encore rendu au poste. Heureusement, cette fois-ci, Farley allait obtenir un mandat pour l'y obliger. Shannon Ragowski dut consentir de mauvais gré à donner ses empreintes au FBI 5 mois après le cambriolage et le meurtre. Comparer ces empreintes à celles du ruban prendrait quelques semaines. Entre-temps, Shannon était en liberté. Mais l'agent Farley ne perdit pas une seconde.
Gant Sanders était un ami proche des deux frères et il savait sans doute quelque chose. L'agent décida de le questionner. Il l'informa que s'il était innocent mais qu'il disposait d'informations à propos du crime, il devait coopérer avec la police. Par contre, si en toute conscience, il protégeait les Zagowski et que ces derniers étaient reconnus coupables de vol et d'homicide, il serait lui aussi condamné pour complicité. Pire encore, sans alibi, il était également un suspect dans cette affaire. Sanders resta muet et fidèle aux deux frères. Était-il possible qu'il fût impliqué lui aussi ? Pendant que les détectives attendaient les résultats du laboratoire, on découvrit d'autres empreintes partielles sur le ruban. Le FBI devait à nouveau demander à Shannon de donner des empreintes digitales, mais cette fois-ci, elles devraient être prises sous plusieurs angles. Malheureusement, Shannon avait disparu. Farley espérait retrouver sa trace par le biais de son ami Gant Sanders. L'agent soupçonnait ce dernier d'être le complice non identifié des deux frères. Finalement, en juin 1990, Gant Sanders téléphona à Farley pour lui annoncer qu'il était prêt à parler. Les détectives informèrent Sanders qu'ils le soupçonnaient d'avoir participé au vol de banque et au meurtre de Dan Short. Mais Sanders maintint qu'il n'était pas impliqué. Il reconnut cependant avoir commis une autre infraction plus récemment. Au cours d'une soirée de décembre 1989, Shannon et Joe Agowski avaient fait une entrée par effraction dans une maison du Missouri et volé des fusils de chasse. Les frères s'étaient rendus chez Sanders plus tard dans la soirée pour mettre à exécution la deuxième portion de leur plan. Sanders et Shannon s'étaient rendus le lendemain dans l'Arkansas pour y vendre les armes. Il s'agissait d'une infraction fédérale. Sanders parla également d'une autre occasion où les deux frères avaient essayé de le faire participer à un crime encore plus grave. C'était quelques mois après le meurtre de Dan Short. Le shérif Don Schlesman nous raconte comment les Zagowski ont essayé de recruter Sanders. Ils lui ont dit qu'ils ne voulaient plus jouer à Mickey. Ils comptaient organiser un cambriolage et avaient prévu qu'il y aurait des coups de feu, parce qu'il y aurait sans doute des gardes armés. Ils lui ont également dit que s'il refusait de tuer quelqu'un, il devrait le raccompagner chez lui. Gant leur a dit qu'il ne voulait pas être impliqué et ils l'ont raccompagné. En acceptant de coopérer avec le FBI, Sanders avait conclu une entente. Il ne serait pas emprisonné pour le vol des armes à feu. Il fut finalement éliminé de la liste des suspects pour le vol de banque et soumis au détecteur de mensonges. Grâce aux déclarations de Sanders, Farley put obtenir le mandat d'arrêt de Shannon Agowski. Ce dernier fut accusé du transport illégal et de la vente d'armes à feu dans un autre État. Comme Joe n'était pas impliqué dans cette vente, il ne fut pas accusé. Les autorités retracèrent Shannon dans une petite ville de l'Arkansas, quelques mois plus tard. Au moment de son arrestation, les policiers fouillèrent son véhicule et découvrirent plusieurs sacs de pièces de monnaie dans son coffre. Shannon fut remis aux autorités du Missouri et cité à comparaître à la cour de Springfield. Farley put enfin obtenir les empreintes de Shannon que les experts attendaient depuis si longtemps. Ainsi, il pourrait les comparer à celles qui se trouvaient sur le ruban adhésif. Son frère aîné Joe était quant à lui toujours en liberté, et Farley n'avait pas les indices requis pour prouver son implication dans les crimes. Les frères demeuraient toujours en contact pendant l'emprisonnement de Shannon. Comme toutes les conversations étaient enregistrées, les agents espéraient obtenir un aperçu des relations familiales. Shannon avait appelé Joe et sa mère à quelques reprises,
Selon l'assistant du procureur Mike Jones, un de ces appels était particulièrement incriminant. Shannon demandait à Joe s'il nous croyait capable de le faire condamner. Joe lui a répondu que nous ne pourrions pas prouver qu'il était sur la scène du crime. Les deux frères étaient visiblement inquiets, mais cet appel ne permettait pas à Farley de faire accuser Joe. Puis, quelques jours plus tard, il obtint enfin les résultats du laboratoire. Ces empreintes appartenaient à Shannon Agofsky. Le ruban adhésif provenait de la chaise à laquelle Dan Short avait été attaché. Ce morceau de ruban était donc un élément très important dans cette affaire. Mike Jones avait une bonne longueur d'avance sur Shannon. Quand nous avons obtenu les résultats des empreintes de Shannon, nous savions que nous allions le faire accuser. Nous avons ensuite décidé de nous concentrer sur Joe pour tenter de le faire accuser lui aussi. Trouver des indices impliquant Joe demanderait beaucoup de temps. Rien ne le reliait directement au crime. Une fois encore, Farley fouilla les antécédents et particulièrement les relevés financiers de Joe. Nous avons noté toutes ces transactions financières et découvert que Joe avait dépensé 19 000 $ en argent liquide au cours des 16 mois depuis le cambriolage. Pendant ce temps, il ne travaillait pas et rien n'expliquait qu'il ait autant d'argent en sa possession. En fouillant ses relevés téléphoniques, Farley fit une autre découverte importante. Joe avait fait plusieurs appels interurbains pour parler à sa petite amie chez elle les jours précédents et suivant le cambriolage. Il était donc impossible qu'il se soit trouvé avec elle le jour du crime comme il l'avait déclaré. Les détectives appelèrent Sanders pour l'interroger à nouveau. Ce dernier leur fournirait peut-être des indices sur l'implication de Joe. Sanders leur parla d'une conversation qu'il avait eue avec les frères Agofsky. Cela s'était produit à la cour de triage de Sammy Skaggs. Les trois hommes étaient en train de réparer une voiture lorsque Sammy Skaggs leur a annoncé que le banquier de Noel était venu reprendre son véhicule. Apparemment, cette annonce a provoqué une remarque de Joe. Il a dit qu'il devrait le suivre tous les trois jusque chez lui, l'enlever et le forcer à les conduire à la banque et à ouvrir la chambre forte. À ce moment-là, Sanders avait déclaré que ce serait peut-être une bonne façon de devenir riche rapidement. Ce plan ressemblait étrangement à ce qui était arrivé à Dan Short. Pour les agents du FBI, il n'y avait pas de doute possible. Les deux frères avaient eu les moyens requis, le mobile et l'occasion d'organiser ce vol et de commettre ce meurtre. Grâce aux indices contre lui, Joe Agofsky fut arrêté plus de 2 ans après ce meurtre crapuleux. Les deux frères furent tous deux accusés du vol de banque et d'homicide. Il fallait maintenant espérer que les indices seraient assez convaincants pour les faire condamner. Les détectives étaient prêts à tout pour y parvenir. Près de 3 ans après le cambriolage d'une banque et le meurtre brutal de son directeur, l'agent du FBI Ladell Farley remit au procureur tous les indices recueillis par son escouade. Les agents décrivirent à l'assistant du procureur et à ses collègues comment les Agofsky s'y étaient pris. Ils étaient déterminés à prouver hors de tout doute que les frères avaient commis ces crimes. Joe Agofsky avait demandé des informations à propos de la disposition des lieux et il avait loué un coffret de sécurité quelques semaines avant le vol. Le vice-président de la banque, Mark Allman, déclara aux détectives que Joe s'était montré particulièrement intéressé à l'égard de Dan Short, le directeur. Il lui avait même demandé où ce dernier vivait. De retour chez lui, Joe avait dressé le plan de la banque et planifié son crime avec Shannon. Les deux frères avaient décidé de mettre leur plan à exécution au cours de la nuit pour qu'il y ait le moins de témoins possible. Pour pénétrer dans la chambre forte, il fallait trouver quelqu'un qui en avait les clés et qui connaissait le code de sécurité.
Ils avaient décidé d'enlever Dan Short, le directeur de la banque, et de le forcer à ouvrir la chambre forte. Après, ils s'assureraient qu'ils ne pourraient jamais témoigner contre eux. Les deux frères étaient convaincus de faire de l'argent facilement. Aux premières heures du 6 octobre, Joe et Shannon Agowski mirent leur plan à exécution. Un complice inconnu devait faire le guet pour eux. Il conduisait un pick-up de marque Chevrolet. C'était le véhicule même qu'avait identifié Carol Dryden devant la maison de Short au cours de la nuit du cambriolage. Les deux frères avaient emprunté la mini-fourgonnette à 2 teintes de leur mère pour transporter l'équipement dont ils avaient besoin pour commettre leur crime. Vers 2 heures du matin, ils étaient arrivés à la maison de Dan Short, tout près de la frontière de l'Arkansas. Ce dernier s'était réveillé. Ses ravisseurs seraient les derniers à le voir en vie. Short avait tenté de prendre la fuite, mais il n'avait aucune chance contre les deux frères et leurs complices. Ils menacèrent de le tuer s'il refusait d'obéir à leurs ordres. Ils bâillonnèrent Short et le traînèrent à l'extérieur. Short fut ensuite poussé de force à l'intérieur de la mini-fourgonnette. Les 3 complices étaient tous au volant d'un véhicule, dont un qui conduisait le pick-up rouge de Short. L'agent Farley et le procureur poursuivaient leur reconstitution des événements du 6 octobre. Les Agowski et leurs complices se garèrent devant la banque située à une courte distance de la maison de Short. Ils le forcèrent à déverrouiller la porte d'entrée et pénétrèrent rapidement à l'intérieur de la banque. Le système d'alarme ne fonctionna pas puisque Short avait omis de l'activer la veille. Personne ne verrait ce qui devait bientôt arriver. Après lui avoir arraché le ruban adhésif de la bouche, les voleurs entraînèrent Short vers son bureau et récupérèrent les clés du coffre-fort. Ils le forcèrent ensuite à leur donner le code de sécurité de la chambre forte. Une fois à l'intérieur, ils prirent tout ce qu'ils pouvaient avant de s'enfuir. Ils jetèrent leur butin dans le pick-up. Short craignait pour sa vie et il obéissait aux ordres, mais on le frappa pour lui faire perdre connaissance. En sortant de Noel, Buddy Mills croisa les deux frères. Après avoir passé l'intersection, les 3 véhicules accélérèrent. Les 2 premiers prirent la direction de Grand Lake. Grand Lake est à 30 km de Noel. Arrivés sur les lieux, les 2 véhicules s'arrêtèrent sur le Cowskin Bridge. C'est à cet endroit que Shannon et son complice se préparèrent à tuer Short en le noyant. Dans sa hâte, Shannon ôta ses gants pour mieux faire adhérer une portion du ruban adhésif. Il ignorait qu'il laissait des empreintes incriminantes. Puis les 2 hommes fixèrent le palan à la chaise. Ensuite, ils se mirent à hisser Short au-dessus du lac. Ils laissèrent tomber son corps dans les eaux sombres.
Au premier procès en septembre 1992, les preuves étaient assez convaincantes pour persuader le jury. Shannon et Joe Agofsky furent jugés coupables de vol, d'enlèvement et de l'utilisation d'armes à feu pour commettre des actes illégaux. Lors du procès d'État, Shannon fut seul reconnu coupable de meurtre. On ne sut jamais qui étaient leurs complices, mais les deux frères Agofsky furent reconnus comme étant ceux qui avaient planifié et perpétré le crime. Aucune accusation ne fut portée contre Sheila, leur mère. Cette enquête a été, sans contredit, la plus difficile de toute ma carrière de 29 ans au FBI. C'était un crime particulièrement cruel. Joe et Shannon Agofsky ont tous deux été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour sa collaboration avec la police, Gunn Sanders put terminer sa peine pour vente illégale d'armes à feu en liberté conditionnelle. La vie a maintenant repris son cours à Noel. Un chapitre violent de son histoire est maintenant terminé. Malheureusement, à cause des frères Agofsky, ce ne sera plus jamais l'endroit paisible d'autrefois.